Salut, d'ici la fin de cette vidéo, tu vas comprendre quand il faut utiliser les data classes ou identiques en Python, et surtout la différence entre les deux ainsi que les classes standards. C'est une question qui revient souvent quand tu cherches un job en tant que développeur Python, donc regarde bien jusqu'à la fin pour bien comprendre la différence et savoir choisir quel est le meilleur outil à utiliser. Je vais aussi te donner des cas concrets d'utilisation, car c'est toujours mieux que de lire bêtement les concepts théoriques sans vraiment savoir où c'est utilisé. Donc on va commencer avec les data classes. Les data classes, je crois, elles ont été introduites en Python 3.7 et au début c'était pour répondre à une problématique très simple. En gros là sur l'écran je te mets un exemple d'une data class et de sa version si elle était écrite avec une classe standard. Comme tu le vois, la data class c'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple à écrire et surtout il n'y a aucune répétition de code. Comme tu le vois ici sur la classe standard, name est répété 4 fois et c'est pareil pour tous les autres attributs. Donc là on peut se dire bon c'est pas grave, une fois que la classe est définie ça marche de la même manière. Sauf que le souci c'est quand je veux rajouter un attribut dans la data class. Si par exemple je veux rajouter l'attribut Toto, qui est une chaîne de caractères. Dans la data class, c'est bon, c'est une ligne. Mais dans l'autre classe, il faut que je le rajoute à 4 endroits différents. Bon là, j'ai la flemme de le rajouter, mais tu auras compris. En plus, un truc très sympa, c'est que quand c'est décoré comme data class, quand tu relis le code, tu sais exactement que cette classe-là, c'est un conteneur de données et pas une classe dans laquelle il y a beaucoup de logique métier. Donc voilà, c'est très direct et léger, très sympa à utiliser. Un autre cas d'utilisation, c'est quand tu veux avoir de immutabilité. En gros, c'est comme les tuples. Quand tu veux pas que ton objet puisse être changé. Donc là, je te donne un exemple d'une autre classe et il suffit de rajouter le paramètre frozen égale true. Et là, tu vois que mon IDE me le signale directement quand j'essaie d'affecter la valeur 15 au point X, il me dit que l'attribut est read-only. Donc voilà, les data classes, je t'invite à les utiliser quand tu veux te créer un petit conteneur de données simple sans trop vraiment te casser la tête. Mais maintenant, du coup, c'est quoi la différence avec PyIdentic? Alors déjà, la première différence, c'est que PyIdentic n'est pas une librairie built-in, il faut l'installer. Et surtout, c'est que PyIdentic, c'est une librairie de validation de données. Donc imagine que dans ton application, tu veux t'assurer que les données qui rentrent sont au bon format et correctes. Donc c'est là que PyIdentic entre en jeu. Tu peux définir un modèle très simple, un peu comme les data classes, sauf que c'est sans décorateur, mais avec de l'héritage. Il faut hériter de base model qui vient de la librairie PyIdentic. Donc là, c'est ce que je simule ici dans cet exemple. Imaginons que les user data ici, c'est ce que renseigne un utilisateur dans un formulaire et je reçois du JSON. Donc là, c'est converti en dictionnaire. Et par exemple, tu vois ici que âge, c'est une chaîne de caractères et à l'intérieur, c'est 30. Ce qui est sympa avec PyIdentic, c'est que ici, ça va faire automatiquement la conversion si elle est possible. Donc là, ça m'affiche 30, mais si j'affiche le type de l'âge, on va voir que c'est un integer. Voilà, c'est de classe int. Et on peut faire un test ici, si j'enlève le arrobas de l'email. Voilà. Il me dit que c'est pas valide et qu'il monte un arrobas. Donc voilà, ce modèle ne se contente pas d'attendre les données pour les stocker, mais il exige qu'elles soient au bon format. Avant de continuer, j'ai créé un petit atelier gratuit où je te parle de comment tu peux hoster tes propres applications SaaS ou API écrites en Python. Je te mets le lien en description, c'est gratuit, tu peux checker, tu vas sûrement y trouver des concepts et des astuces très intéressants. Maintenant qu'on a vu à peu près comment fonctionnaient les deux librairies, même si le data class c'est pas vraiment une librairie, là on va passer au cas concret d'utilisation et on va commencer avec les data classes. Imagine que tu bosses sur un projet où tu dois manipuler des données mais basiques, genre des coordonnées GPS ou des informations de produits. Là, les data classes sont simplement parfaites. Par exemple, ici sur la classe produit, tu n'as pas vraiment besoin de validation de données car ce n'est pas un utilisateur qui va renseigner le produit. C'est généralement toi qui l'écris de ton côté. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a des petits plus qui sont implémentés pour t'aider dans ta logique métier. Par exemple, si tu veux comparer deux produits entre eux, tu peux directement comparer les objets car la méthode EQ ici a déjà été implémentée dans la data class. Maintenant, passons à PyIdentic, disons que ton application reçoit des données d'un utilisateur, disons via une API par exemple. Là, tu veux non seulement organiser ces données, mais t'assurer qu'elles soient valides et bien typées. Par exemple, ici, j'ai un modèle user et je lui dis que le username doit au minimum avoir 3 caractères et que pour l'âge, ce soit greater or equal to 18. Donc là, si je lance mon test avec le premier user, on voit qu'il n'y a pas d'erreur, tout fonctionne correctement, mais si je décommande cette ligne-là,
Donc ici, j'ai bien mis que username, il n'y a que 2 caractères et l'âge est inférieur à 18. Donc là, on devrait avoir 2 erreurs. Et ce qui est cool, c'est que l'affichage est vraiment très clair. On a username et il nous dit que c'est string too short. On a âge, il nous dit que, en gros, que c'est inférieur à 18. D'autres cas d'utilisation, c'est quand, par exemple, la performance est cruciale. Par exemple, dans un système embarqué, les data classes sont souvent préférables car elles sont plus légères, car elles n'embarquent pas toute la partie de validation. Par contre, si ton projet a tendance à évoluer souvent et que tu anticipes beaucoup des changements fréquents dans la structure de données ou des contraintes, là, je te conseille d'utiliser PyDantic car ça offre une flexibilité, une robustesse beaucoup plus importante que les data classes. Donc voilà, n'hésite pas à jongler entre les deux en fonction des cas. L'important, c'est d'utiliser l'outil qui rend ta vie de développeur plus facile et ton code plus robuste. Là, je te fais un petit teaser sur une de mes prochaines vidéos où je vais utiliser les API OpenAI, ChatGPT, pour que ça renvoie des outputs structurés. En gros, au lieu que ça te renvoie juste du texte, ça te renvoie des modèles. Et ici, comme tu le remarques, OpenAI, ils ont utilisé PyDantic car pour ce genre de projet, c'est la meilleure librairie à utiliser. En gros, ils ont besoin que ce que leur renvoie le modèle soit exactement au bon format et avec les bons types. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Si tu veux avoir d'autres tips en Python, tu peux voir les vidéos qui s'affichent juste à côté. Allez, salut!